Un autre murmure du temps émerge sur les ondes. Cher futuronaute, ton fragment de futur possible vient d'arriver. Dans cette nouvelle fiction immersive, je t'invite à suivre Cyrielle, un humain génétiquement modifié parmi tant d'autres, et qui, à défaut de s'appartenir à elle-même, va pourtant prendre la plus grande décision de sa vie. Ce n'est ni une catastrophe ni une utopie, c'est juste un léger décalage, un futur déjà là, que tu peux expérimenter de l'intérieur en te glissant dans ses pas. Je suis Alma Khan, bienvenue dans Fragments de futur possible, où chaque mois j'écris une nouvelle d'anticipation, suivie d'une passerelle vers le présent, où je t'invite à ressentir l'étrangeté du temps qui se déplie et à entrevoir d'autres possibles. Ferme les yeux, laisse-toi traverser et écoute ce que le futur a à te dire. Ici, on ne prédit pas l'avenir, on le vit. Alors, bon voyage dans l'espace et le temps. La première chose qui me frappe, ce n'est pas la peur, c'est la matière. Sous mes semelles, le sol offre une résistance souple, presque tiède, une peau technique qui absorbe l'impact et rend mes pas étrangement silencieux, comme si l'endroit avait été conçu pour empêcher les corps d'entrer trop intensément dans une scène. L'air est aseptisé, il ne charrie ni poussière ni odeur, il ne trahit aucune trace de vie. Même l'invisible a été nettoyé. Une ligne lumineuse court sur le marbre et me précède d'1 mètre pour mieux me diriger. Je n'ai pas besoin d'anticiper, l'endroit le fait pour moi. À chaque détour, un léger frémissement dans la bande m'indique l'angle à prendre, avec l'amabilité impeccable des systèmes qui n'ont aucune compassion à offrir, mais une fluidité hors norme. Je m'arrête devant une porte. Au-dessus de celle-ci, une plaque sobre en métal poli affiche « Audience de rattachement, statut HGM ». Il n'y a pas de poignée pour entrer, mais à peine ai-je le temps d'une respiration qu'un cercle bleu s'illumine et pulse à l'énoncé d'une formule sonore. Merci de préparer votre empreinte vocale. Je prononce mon nom. Cyrielle. Ma voix quitte ma gorge, se transforme en une onde qui n'appartient déjà plus au monde ordinaire, puis revient vers moi sous la forme d'un accord. Un bip bref suit. La porte s'ouvre. Devant moi, une salle immense au plafond bas. Cette enceinte m'incommode et l'angoisse m'envahit sans préavis. C'est une sorte de rite de passage vers l'âge adulte, disent certains. D'autres affirment que ce n'est qu'une formalité sans conséquence. J'ai la conviction pourtant qu'il ne s'agit ni de l'un, ni de l'autre. Ce lieu semble avoir été réglé pour neutraliser tout ce qui déborde. Les sons, les gestes, l'enthousiasme, la panique, la colère. Même la lumière paraît calibrée pour ne pas humilier ni provoquer. Elle éclaire sans flatter, elle n'offre aucun refuge aux ombres, elle n'éblouit pas. Néanmoins, elle explose, à l'instar d'un torero au centre d'une arène. Dans cet espace siège une table longue, massive, à l'ovale affilé et dont la géométrie rompt avec les décors des tribunaux anciens, à l'exception de la rhétorique d'autorité. Autour de cette table, 3 personnes sont présentes, enfin, 2 personnes et demie. À gauche, un homme en uniforme d'audience, épaules contenues, visage anguleux, regard qui ne s'attarde pas. Il vérifie plus qu'il n'observe et la rigueur qu'il dégage a la dureté d'une règle. Au milieu, la présidente d'audience. On ne devine pas son pouvoir à des signes visibles. Il tient dans l'économie de ses mouvements, dans sa façon de ne pas consommer trop d'espace tout en l'occupant entièrement. Elle arbore ce calme qui ne sert pas à tranquilliser, mais à arbitrer. À droite, un scriboïde de dernière génération. C'est un androïde de conformité qui enregistre, valide ou invalide les discussions. Il est compact, sans expression, presque banal si l'on oublie l'essentiel. Ce n'est pas l'humain qui scelle le réel, c'est lui. Une phrase passe ou trépasse, un mot existe juridiquement ou se dissout dans l'oubli. Il demeure le garant de notre mémoire autorisée et une alarme à anomalie. Une ligne de lumière s'allume sur le bord intérieur de la table, juste assez pour dessiner la direction de la place qui m'est destinée. J'y pose les mains par réflexe, puis je les retire aussitôt. La surface a déjà capté, mémorisé, archivé, et sous la pulpe de mes doigts, une vibration infime m'indique que j'ai été saisi avant d'avoir parlé.
Je m'assois avec appréhension. La présidente ouvre l'audience. Cyrielle, vous êtes convoqué pour une audience de rattachement. Vous n'êtes pas ici pour être jugé. Vous êtes ici pour être attribué. Le verbe est posé avec la sobriété des administrations. Attribué. Mon nom bascule du côté des choses classables et je m'aperçois que ce n'est pas la violence du terme qui me pétrifie, c'est la logique. Une logique déroulée dans la carence standardisée des préambules. L'officier prend le relais sans théâtralité. Avant toute chose, je précise le fonctionnement du scriboïde matricule A360. Un bip bref valide vos propos et vaut pour signature. 2 bips signalent une invalidation de forme. Enfin, un bip long indique une formulation recevable mais insuffisante, devant être précisée. Il n'est pas question de bonne ou mauvaise réponse, ni de sanction. C'est un cadrage. Il prononce cadrage comme on prononcerait gravité. Et cette gravité-là n'a pas lieu de se négocier. Statut AGM confirmé. Reprend-il. Origine multicontributive. Dossier ouvert à date de majorité d'audience. Cyrielle, êtes-vous en capacité d'énoncer un consentement éclairé? Je pourrais répondre non, par principe, oui, par obéissance, ou me taire, par vertige de ce qu'il vient de m'annoncer. Origine multicontributive. Qu'est-ce que cela signifie? Je finis par répondre oui, car je n'ai pas la force de vivre plus amplement dans cette opacité. Un bip bref scelle ma curiosité. La présidente incline légèrement la tête et poursuit. Nous allons établir l'autorité de rattachement de votre lignée. J'aurais voulu que ce mot, lignée, convoque des visages, des récits, des hasards, des secrets transmis. Il ne convoque qu'un dispositif juridique, une architecture de données. Je bloque une grande respiration pour contenir toutes les émotions qui émergent. Je rappelle la règle. Poursuit l'officier. Sans autorité humaine reconnue, la clause par défaut s'active. La présidente, considérant mon attitude expectative, exige la clarté. Expliquez-lui le point de départ. L'officier ralentit d'1 degré, sans toutefois faire preuve d'empathie. Il est là pour assurer l'intelligibilité. Il ralentit un protocole afin qu'il n'y ait pas de contestation sur la procédure. Vous avez toujours été considéré socialement et administrativement comme une personne née de 2 parents déclarés. Sur le plan génomique, votre conception est composite. Vous portez le génome de vos 2 parents. 3 contributions humaines additionnelles, sélectionnées et agréées, ont été intégrées. Un séquençage synthétique a été ajouté afin de corriger les vulnérabilités, d'augmenter certaines aptitudes et de stabiliser des paramètres. Vous êtes sous statut HGM, humain génétiquement modifié. Je reste paralysé, et cette immobilité me trahit. Sans réaction visible, le système pourrait croire que ça passe. En réalité, tout vient de se fissurer dans mon être profond et dans la manière dont je me pensais. Je pense, donc, je suis. Mais, qui suis-je? Je ne suis pas seulement un HGM. Je suis composé par de l'inconnu humain et non humain, du synthétique, du non-né, du fabriqué. Je suis un hybride de laboratoire plus que la fille de mes parents. Je suis un corps engendré de 5 présences, en plus d'une 6e voix qui n'est autre qu'une chimère, une expérience. Une voix sans visage, sans histoire. Elle ne provient d'aucune lignée et inaugure ce que la science m'a légué. Un ver dans la pomme, un virus dans ma conscience. Rien d'inné ne me compose, je suis un produit. Ce produit se nomme Cyrielle. Elle. Parce que je suis une jeune femme peut-être ornée de 6 branches modifiées, élaguées et purifiées à la source. Je me dis que cela ne change rien, je suis moi. Puis une seconde pensée arrive, plus incisive. Si cela ne changeait rien, je ne serais pas ici. L'identité des contributeurs additionnels demeure protégée, Poursuit l'officier. Vous n'êtes pas convoqué pour réclamer des noms, vous êtes convoqué pour désigner une autorité de rattachement. Une autorité sur quoi? Demandai-je. La présidente précise. Sur votre statut civil et sur les responsabilités qui en découlent. Responsabilité. Le mot arrive vêtu de vertu, comme si l'on me rendait adulte. J'ai surtout l'impression qu'on me rend redevable. Tout a un prix, et quelqu'un doit endosser le chèque. L'officier énonce des options. Il ne les liste pas, il les installe une à une, comme on plante les piquets d'une clôture. Première option, rattachement exclusif à vos parents déclarés, autorité conjointe, responsabilité pleine, accès aux actes de maintenance et au suivi nécessaire. Les actes de maintenance? Je sens mon corps se raidir.
pétri d'indignation et d'un dégoût intime, presque honteux. Celui qui naît quand un mot vous révèle que vous ne valez pas plus qu'une machine. Deuxième option, rattachement élargi. Vous ajoutez une autorité contributive, ou plusieurs. L'autorité devient partagée. La confidentialité des identités est maintenue. En revanche, des droits d'accès s'ouvrent sur certains segments de votre profil. Je ne suis plus une histoire, je deviens une carte d'accès. Des zones ouvertes ou d'autres verrouillées. Un humain découpé par permission. Troisième option, L'officier marque une micro-pause qui n'a rien d'une mise en scène. C'est une précision. Le droit aime préparer les chutes. La présidente prend, cette fois, la suite. Troisième option, vous refusez l'autorité humaine. La clause par défaut s'active, vous êtes rattaché au détenteur de l'identifiant de lignée. Je fixe le symbole lumineux au centre de la table. Il pulse avec un rythme imperturbable, alors que dans ma poitrine, c'est le chaos. Mon cœur frappe sans diapason, en dissonance avec cette lignée maîtrisée qui appartient à tous, sauf à moi. Le détenteur, vous parlez du laboratoire? Acceptable, à préciser. L'officier répond sans s'écarter d'un millimètre. d'une entité détentrice, oui. Laboratoire, consortium ou fondation selon les cas. Dans votre dossier, c'est Humanato, holding privé mandaté qui est dépositaire de votre identifiant de lignée. Dépositaire de mon identifiant. Une expression propre pour une réalité sale. Détenir sans jamais prononcer le mot posséder, c'est l'emprise du pouvoir. L'évidence me soulève le cœur. Naître n'est plus suffisant. Le monde doit aussi indexer, cataloguer. La présidente ne contredit pas l'affirmation. Elle la traduit pour être sûre que je fasse un choix. Choisir vos parents vous place sous une autorité humaine. C'est une protection réelle. Mais la lignée demeure sous régime de droit. La question n'est pas morale, elle est juridique. Mes mains, posées devant moi sur la table, feignent le calme. Mes doigts, s'ils se libéraient, la renverseraient, briseraient ce cercle lumineux et couperaient net cette séance pour rappeler que je suis un corps doté d'un esprit et d'une âme, pas une clause. Quel droit exactement? Demandai-je, en relevant la tête. L'androïde valide avant même que je termine ma phrase, comme si cette question était attendue. L'officier déroule. Droit de suivi, droit d'audit, droit de conformité, droit de correction en cas d'écart, droit de suppression des accès si la maintenance est refusée. Il marque de nouveau une pause minuscule. Et droit sur les dérivés. Les dérivés? Ce terme me saisit plus que le reste. Il ne s'agit plus que de laboratoire. Il présume l'affiliation. Il parle de futur. Il parle d'enfant. Il présuppose une descendance qui ne serait plus seulement une histoire de chair, d'amour et de spontanéité, mais une expansion de propriété. Vous parlez d'un enfant que j'aurai? Le bip de l'androïde se rallonge, tendu. Formulation sensible. La présidente intervient. Vous n'êtes pas tenu de vous projeter, Cyrielle. Restez sur le présent. Elle n'a pas dit ça pour me protéger. Elle l'a dit parce qu'elle sait ce que font les perspectives longues. Elles font sauter les pièges. L'officier continue, plus sec encore, tout l'inverse du vivant qui remue, chamboule, questionne. Les droits sur les dérivés concernent la réplication du dispositif. Toute reproduction impliquant la transmission de segments protégés active un régime de déclaration préalable et, selon les cas, de licence. À cet instant, l'image s'impose sans effort. Une graine que l'on n'a pas le droit de ressemer, parce qu'elle appartient à celui qui a breveté le vivant. Je ne suis pas né seulement de l'union de deux êtres qui s'aiment et dont l'un m'aurait porté dans son ventre. Je suis né d'un régime de droits et de devoirs. Je suis un corps hypothéqué sur des générations. À peine la semence pousse qu'une main se tend pour réclamer sa part. Et moi, je suis pareil à cette graine. Je ne m'appartiens pas. Je sens ma respiration irrégulière, obstinément humaine, et je hurle intérieurement. Donc, si je choisis mes parents, je demeure sous un régime? Le mot régime sort avant que je ne le choisisse. Preuve que le vocabulaire commence déjà à coloniser ma bouche. Un régime de droit censé être humain tout en déshumanisant. Une manière de vivre sous une surveillance consentie. La présidente acquiesce sans ironie. Sous régime, oui. Je regarde l'officier. Et si je ne choisis personne? L'androïde émet un son plus grave, une alerte de barrière. La clause des origines s'active par défaut. L'autorité est institutionnelle, avec un accès total au protocole de conformité. La maintenance demeure obligatoire et sujette à loyer. La présidente ajoute d'un ton égal. Cela signifie un accompagnement continu, une protection, un suivi. La force d'un système tient souvent à cela. Employer des mots vertueux pour nommer des cages imprenables, des bagnes à ciel ouvert. On me propose de me rattacher à des humains pour éviter l'entité, ou de refuser les humains et tomber dans l'entité. Dans les deux cas, l'entité existe. Dans les deux cas, elle est propriétaire de mon origine.
Elle demeure irrémédiablement au-dessus de ma naissance et de celle de mes descendants. Je ne parviens plus à m'indigner. La fatigue me gagne à l'idée de choisir entre deux versions de l'enfermement. Vous appelez ça rattachement? Moi j'entends tutelle et aliénation, Dis-je. Terme non retenu. L'officier saisit l'écart avec la précision de celui qui aime corriger les fautes. La tutelle concerne l'incapacité. Vous êtes capable, vous êtes donc responsable. Ce que nous faisons ici, c'est attribuer la responsabilité. Attribué, encore. La présidente ne s'empare pas de l'écart. Elle temporise. Et sa temporisation, soudain, me paraît plus dangereuse que la sécheresse de l'officier. La sécheresse attaque, la temporisation endort. Cyrielle, Dit-elle. le système ne vous demande pas d'aimer, il vous demande de désigner une autorité. Le bip de l'androïde retentit de nouveau. Délai 2 minutes 30. La présidente inclut alors une phrase qui, dans sa bouche, ressemble à un geste rare. L'introduction d'un élément humain. Son intention n'est pas d'attendrir, mais de rendre la scène complète. Une pièce a été versée au dossier. C'est une déclaration parentale. Consentez-vous à l'entendre? Elle ne me demande pas si je veux, elle me demande si je consens. Je pourrais refuser et protéger ce qui reste de moi comme on protège une plaie de l'air. Pourtant, je réponds oui. La présidente se tourne vers l'officier. Lecture, s'il vous plaît. L'officier fixe une trame lumineuse à hauteur d'yeux. Je vois dans l'immuabilité de ses paupières qu'il ne lit pas comme on lit un livre, mais comme on exécute une pièce. Sa voix se pose et, malgré sa sécheresse, la portée des mots l'oblige à une autre musique. Déclaration parentale versée au dossier HGM Cyrielle. Annonce-t-il. Et le texte, brusquement, ouvre une brèche qui rend l'atmosphère de la salle pesante. Cyrielle, si tu entends ces lignes, c'est que notre époque a réussi ce qu'elle sait faire de mieux. Transformer une naissance en procédure et faire que l'origine même de la vie en devienne la clause principale. Nous ne t'avons jamais désiré comme une performance. Nous t'avons désiré comme une vie à la valeur inestimable. Pourtant, nous avons cédé au langage des options plébiscitées par les experts, ce langage qui se présente comme la meilleure des protections et qui finit par prendre la forme d'une obligation. Nous avions peur. Peur d'une maladie, peur d'une fragilité, peur que tu sois isolé dans ce monde au progrès galopant, peur de te voir souffrir sans ne rien pouvoir offrir sinon notre impuissance. On nous a parlé de réduire les risques, on nous a parlé d'éviter les épreuves, nous avons voulu te prémunir avant même de te rencontrer. Nous avons appelé cela aimer. On ne nous a pas demandé « Voulez-vous fabriquer un être supérieur redevable à vie ?» On nous a demandé « Voulez-vous éviter le pire ?» Et notre amour, faute de sagesse, a pris la forme d'un consentement. Puis tu es arrivé. Ce jour-là, les courbes se sont effondrées. Il n'y avait plus de segments, plus de lignes composées, plus de garanties. Il y avait un souffle, une chaleur, et cette évidence que personne ne s'est déposé dans un dossier. Tu étais une personne, non une addition de caractéristiques génétiques. Alors, garde ceci contre tous ceux qui prétendront te définir. Ton origine n'est pas une dette. Les avantages dont tu as bénéficié ne sont pas ton fardeau, ils sont le nôtre. Quant à l'amour que nous te portons, il ne réclame aucune gratitude. S'il le réclamait, il deviendrait un contrat. Nous refusons d'être ton contrat. Si tu choisis de t'éloigner, nous tiendrons. Si tu refuses d'être attribué, nous comprendrons. Nous resterons hors champ, sans droit peut-être, mais avec une fidélité que personne ne brevettera jamais. Te souhaiter une vie qui t'appartienne. L'officier s'arrête. Un long silence suit. Ce n'est pas un silence de larmes, c'est un silence de procédure. La pièce a été lue, donc elle est finie. Pièce lue, consignation terminée. La présidente ne commande pas, elle souligne. Cette déclaration n'entraîne aucune conséquence juridique. Elle n'altère pas votre statut. Elle éclaire un contexte. Elle éclaire un contexte. L'expression est presque insultante tant elle se veut neutre. Délai 1 minute 20. Je suis absorbé dans une lumière qui n'a aucun endroit où se poser. Et je devine ce que les systèmes ne peuvent saisir. La honte des parents, la peur, l'amour, la maladresse tragique, le désir de bien faire qui se transforme en chaîne, et au-dessus de tout cela un fil tendu. Mon origine n'est pas une dette. Je pourrais prononcer le nom de mes parents. L'audience se terminerait proprement avec des responsables désignés et débiteurs jusque dans leur tombe. Je sortirai de la salle sous autorité humaine, donc protégée, donc domestiquée, avec des accès, des suivis, des mises à jour, une existence rendue compatible.
Je pourrais choisir l'option énergie, partager, diluer, me dissoudre dans une administration de moi-même, entre mes 6 contributeurs. Je pourrais ne choisir personne et tomber dans cette clause des origines par défaut, avec Humanato comme chef d'orchestre de mon existence. La présidente me regarde sans chercher à me comprendre. Elle me jauge comme on mesure une tension dans un matériau pour repérer à quel moment la fracture peut apparaître. Cyrielle, ce mécanisme n'a pas été conçu pour vous punir, il a été conçu pour éviter l'état flottant. Un sujet AGM ne peut pas rester sans autorité. Pourquoi dois-je absolument être possédé par un tiers? Ma question est directe, et c'est sa simplicité qui la rend dangereuse. Ce ne sont pas les mots qui choquent, c'est la vérité qu'ils contiennent. L'officier répond d'une voix qui statue au lieu d'expliquer. Nous n'employons pas de vocabulaire de possession. Il s'agit de droits dérivés, de licences d'exploitation et de périmètres de maintenance. Votre lignée contient des éléments protégés et votre profil ouvre des droits et des devoirs. De fait, votre autonomie biologique implique des obligations de suivi. Sans autorité humaine, l'autorité revient à l'entité qui a conçu et garanti le dispositif. Garantir le dispositif. Ce dispositif, c'est moi. Moi. Et cette chape de plomb qui vient de sceller mon sort et l'entièreté de mon être. Dans leur logique, je suis un vivant sans prétention ni véritable droit à incarner l'être humain que je suis. Enfin, que je croyais être. Je suis un dispositif de chair et d'os assorti d'une promesse, celle d'appartenir inexorablement à un propriétaire. Délai de décision, 1 minute. Scande le scriboïde. Le temps ici n'est pas une durée, c'est une pression. Le choix qu'il m'offre n'est que captivité portant le masque de la liberté. Je me lève et me tiens debout face à la présidente d'audience. Si je désigne mes parents, ils deviennent responsables de moi. Ils deviennent l'autorité civile. Mais l'entité Humanato conserve ses droits. La présidente ne répond pas tout de suite. Elle ne me doit pas de consolation, elle doit l'exactitude. Oui, c'est un fait. Le mot tombe, simple, irrévocable. Dans la minute qui suit, une autre issue m'apparaît, une voix aussi imprévisible que nécessaire. Je prends une grande respiration avant de statuer. Je ne désigne personne. Le bip de l'androïde claque. Activation de la clause par défaut. Tout était prévu et l'officier ne perd pas une seconde. Ce choix active le rattachement à l'entité Humanato. Je secoue la tête et m'exprime à haute et intelligible voix. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le scriboïde s'affole de bip en bip. Contradiction, reformulation. Je ne désigne personne. Je refuse toute autorité et je ne consens pas à la désignation de l'entité par défaut. L'officier ouvre la bouche et la présidente l'arrête net d'un regard. Son calme impérial se transforme en attention. Ce n'est pas de la compassion, c'est une attention d'intelligence qui pèse un imprévu. Ce refus n'existe pas. Sa phrase se limite au constat et n'est pas menaçante. C'est précisément cela qui la rend terrible. Je laisse un silence s'installer, assez long pour que ma phrase n'ait pas l'air d'une réaction. Alors, inventez-le. L'androïde reste muet. Pas de bip, pas d'invalidation. Pour une fois, le protocole hésite devant un mot qui n'est pas attendu. Vous mesurez le prix d'un tel geste? Répond la présidente en me regardant droit dans les yeux, tandis que l'officier précise avec aplomb. Vous perdrez les accès liés au régime AGM protégé, suivi premium, garanties étendues, facilité médicale, droit d'interface. Vous sortirez du périmètre de maintenance. Vous serez classé anomalie non maintenue. Vous perdrez vos droits à la santé. Sa liste a la cruauté des tableaux. Elle n'interdit pas, elle retire des droits. Refuser une clause me rend paria de la société. Je pourrais demander combien de temps ou encore si je survivrai à l'ordinaire. Je pourrais demander ce que vaut une vie sans les béquilles d'un système qui me tient. Je ne demande rien. Je réponds simplement « Je le veux ». La présidente reprend et sa voix, une seconde, outrepasse le texte avec le ton d'une justice non homologuée. Du feu, mais sans fumée. Si vous refusez tout rattachement, vous devez proposer une alternative recevable. Le droit n'aime pas le vide. Je respire. Sous mes pieds, le sol tiède continue d'absorber mes pas, comme si l'endroit voulait effacer mon passage. J'entends mon cœur battre. Preuve de mon humanité indomptable. J'ai une alternative. Je demande l'émancipation de mon origine. L'officier a un mouvement infime, presque un sourire retenu, le réflexe des hommes qui aiment dire « impossible ». Cela n'existe pas. Lance-t-il. En prenant soin de ne pas le provoquer, je rajoute. Pas encore. La présidente vient de le dire. Le droit n'aime pas le vide. Alors, je le remplis. Ici. Aujourd'hui. Le scriboïde émet enfin un signal bref, contrarié. Demande recevable sous réserve d'arbitrage. La présidente ne sourcille pas. Une frontière se lézarde et le protocole prend une ride.
Elle se tourne vers l'officier. Consignez la demande d'émancipation d'origine, mot pour mot, sans interprétation. L'officier serre la mâchoire. Un muscle au bord de sa tempe tressaute, puis se rend. Il obéit parce qu'il sait ce que savent tous les serviteurs des systèmes. On ne discute pas une phrase dès lors qu'elle est recevable. L'androïde égrène des bips, une couture invisible qui se ferme, et la présidente revient vers moi. Vous sollicitez une sortie du régime de rattachement. Ce n'est pas une option. C'est une exception à instruire. Le mot « exception » n'a rien d'héroïque. Il annonce un prix. Pendant l'instruction, un statut transitoire vous sera attribué. Il ne vous rend pas libre. Il vous rend non attribuable. Non attribuable. Le terme descend en moi sans la chaleur d'une victoire, mais plutôt la sensation d'une porte entr'ouverte, étroite, mais réelle. L'officier reprend impeccable. Ce statut entraîne la suspension immédiate des accès liés au régime HGM protégé. Les désactivations seront effectives à la sortie de la salle. Toute tentative de contournement entraînera une réactivation de la clause des origines et des sanctions. La présidente conclut d'une voix égale. L'audience est suspendue, vous serez reconvoqué. Et d'ici là, vous êtes tenu à la discrétion. La discrétion. Un mot élégant pour dire rester invisible. L'androïde valide et le symbole lumineux au centre de la table s'éteint. La ligne au sol, quant à elle, se rallume et je suis raccompagné par le même chemin qu'à l'entrée, sauf qu'il ne me conduit plus. Il me rend à la sortie sur un ruban de convoyage. Sous mes pieds, la peau technique absorbe mes pas, mais je ne la ressens plus comme une neutralisation. Elle devient une gomme. Elle efface mon passage avec une délicatesse obscène, comme si mon existence devait déjà apprendre à ne pas laisser de traces. Malgré cette émancipation arrachée à l'entité, je demeure un humain hors sol. Je n'ai rien gagné. Je ne suis pas lavé de mon origine ni même délivré des droits. Je n'ai même pas échappé au système. Je l'ai seulement forcé à reconnaître une brèche. Et cette brèche, aussi étroite soit-elle, marque du sceau de la gravité de ceux qui ne seront plus validés. Je suis une hybride apatride, mais ce que j'ai de vivant m'appartient. Je passe la dernière marque lumineuse qui s'éteint derrière moi, polie, parfaite. Suspension d'accès effective. Merci de votre coopération. Quand la porte se referme derrière moi, le monde ne s'élargit pas. Il redevient ce que j'ai toujours pensé qu'il était avant cette audience. Et cette simplicité-là me heurte. Le ciel, les visages, la rumeur des pas, la brutalité des odeurs du quotidien, tout cela me revient d'un coup. Non pas dans un sentiment de refuge, mais comme une menace. L'ordinaire n'a plus de garantie. Vivre est un risque. Je reste inébranlable malgré ce qui m'attend, et la phrase de mes parents me réconforte sans me consoler. Elle pointe une exigence. Ton origine n'est pas une dette. Demain, à l'aube, je marcherai sans autorité au-dessus de mon crâne. Je n'aurai peut-être plus leurs accès ni leurs garanties, mais j'aurai ce qui leur est étranger. La part irréductible, imprévisible, d'une vie qui n'est pas tenue de se justifier. Une vie sans propriétaire. Je porterai mes aléas avec fierté au lieu de les réguler. À la place de leurs promesses d'optimisation, je ferai le pari de l'existence, parce qu'une vie protégée de tout finit par ressembler à une vie confisquée. Je rendrai à la nature son droit de me contredire et à moi-même celui de n'être conforme à rien. Ils ont scellé mon origine, mais je peux encore délier mon devenir. Et s'il faut un jour, pour que ce futur cesse d'être clandestin, faire de cette brèche une jurisprudence, alors je le ferai. Non par provocation, mais par nécessité. Parce qu'il existe une dignité que nul identifiant ne peut déposer. Le risque, c'est le fondement même de la vie. Et l'incertitude qui l'enveloppe, une chance. Elle est le sel, la liberté et l'élan. Et il suffit d'un pas, d'un détour, d'un oui au hasard ou à l'audace pour que le possible recommence à être immense. Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer, disait Abraham Lincoln. En futuronaute accompli, et je suis certaine que tu l'es à force de voyager dans le temps avec moi,
C'est précisément ce que nous allons faire, créer le futur. Je te propose maintenant de revenir dans le présent et de prendre conscience de la graine HGM qui germe en ce moment dans le bruit du monde ou son silence absolu et qui est à même potentiellement de créer ce futur que tu viens de vivre à travers l'expérience de Cyrielle. Nous allons décrypter ce qui existe aujourd'hui et ce qu'il peut advenir demain avec les humains et notamment les embryons génétiquement modifiés. C'est donc la préquelle ou l'origine de la fiction dans laquelle je décode pour toi les bribes d'un futur sur le point de naître. Écoute ce que le monde nous raconte et prépare-toi. Préquelle, ces graines de futur qui ensemencent notre présent. Bébé sur mesure, modeler la vie à la source. Nous avons longtemps vécu avec cette idée sacralisée. Un enfant n'est pas un produit. Il arrive, il surprend, il déplace une vie entière, parfois dans la joie, parfois dans l'épreuve, mais toujours avec cette part d'imprévisible qui nous oblige à grandir. Or, depuis quelques années, une bascule s'opère. L'enfant devient de plus en plus un ensemble d'options. Les faits sont là. En novembre 2018, un chercheur chinois, He Jiankui, annonce publiquement la naissance de jumelles, Lulu et Nana, dont les embryons ont été modifiés avec un outil d'édition génétique afin de réduire un risque d'infection par le VIH. Ce fut un tollé mondial. S'en est suivi une condamnation scientifique et éthique parce que désormais nous avions dépassé le stade de la semence OGM que l'on connaît pour l'agriculture et nous savions transformer génétiquement l'humanité. Puis, une condamnation judiciaire. En décembre 2019, un tribunal chinois le condamne à 3 ans de prison. Et en 2026, voilà que He Jiankui réapparaît dans la presse en expliquant vouloir recommencer, cette fois au nom de la prévention d'autres maladies dites neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Ce qui était condamnable il y a 8 ans est applaudi aujourd'hui. Tout dépend par quelle porte on rentre. Plouf! Plouf, voix du divertissement ou du jeunisme. Ce qui est dérangeant, c'est que les intentions de ce chercheur qui affiche vouloir, entre guillemets, en finir avec la maladie d'Alzheimer deviennent soudainement éthiques, puisqu'il dénoncera même les recherches menées dans la Silicon Valley qu'il qualifie d'expériences eugénistes nazies. C'est-à-dire que pour ce Chinois, dès lors que l'on transforme génétiquement un humain pour la santé, c'est vertueux. Si on le transforme pour d'autres raisons, c'est mal. Bref, nous nageons dans la folie des grandeurs, celle des savants fous qui excellent dans le décentrage du problème. Autrement dit, quand Machiavel montre la lune, c'est qu'il a déjà parié que les idiots regarderont le doigt. Néanmoins, ce scandale a eu une utilité paradoxale. Il a rendu visible une frontière que beaucoup préféraient laisser dans l'abstraction. À partir du moment où quelqu'un l'a franchie, l'espèce entière a compris, enfin du moins je l'espère, une chose simple. La question n'est plus est-ce imaginable, mais qu'est-ce qui devient acceptable et qui, petit pas par petit pas, est grignoté dans notre ADN humain. Le point décisif, ce n'est pas seulement modifier un bébé. C'est le modifier avant la naissance, dans le ventre de la mère, là où le vivant n'a pas encore de voix pour dire oui ou non. Dans ce cas de figure, nous ne réparons pas une vie. Nous redessinons ce que nous appelons l'humain. Et cette redéfinition, contrairement à une mode ou à une technologie de surface, ne se désinstalle pas. On ne peut pas dire 10 ans plus tard, finalement, redevenons simplement humains. Parce que nous avons changé la donne à la racine. HGM, la pente qui reclassera l'humanité. Le piège, c'est d'imaginer que le futur bascule uniquement par des gestes spectaculaires. En réalité, il suffit d'une pente. C'est d'ailleurs la meilleure des stratégies. Créer la pente, degré par degré, génère un basculement certain, plus certain qu'un affrontement ou qu'un coup d'État. Une pente se crée sans bruit, parce qu'elle se présente sous les habits les plus respectables. Réduire un risque, prévenir une souffrance, faire mieux pour son enfant. Regardons le mouvement tel qu'il se dessine. D'abord, le soin. Éviter des maladies graves. Beaucoup y voient une évidence médicale. Ensuite vient l'optimisation. Diminuer la probabilité d'un problème, augmenter la probabilité d'un avantage. Et très vite, le langage se recompose. On ne parle plus seulement de guérir, mais de choisir, de classer, d'améliorer. Ce n'est pas une fantaisie littéraire.
Des entreprises et des services privés, notamment aux États-Unis, vendent déjà une promesse de tri plus large, en allant jusqu'à proposer des classements d'embryons sur des critères controversés, y compris des traits liés aux capacités cognitives au nom de la Data-Driven Reproduction, c'est-à-dire une reproduction pilotée par les données. On collecte et on croise des informations génétiques et on calcule des probabilités, puis on choisit l'embryon jugé le plus favorable selon les scores. Si ça, c'est pas de l'eugénisme, qu'est-ce que c'est ? L'eugénisme, historiquement, ce n'est pas une idée neutre. Ne serait-ce qu'au XXe siècle, c'est la logique qui a servi à trier les vies humaines. Aux États-Unis et en Europe, on a stérilisé de force des dizaines de milliers de personnes au nom du bien génétique, et sous Hitler, l'eugénisme devient une machine d'État. Hygiène raciale, élimination des vies indignes d'être vécues, puis extermination. Voilà ce que signifie concrètement décider quelles existences valent plus que d'autres. Aujourd'hui, la frontière revient par une porte plus édulcorée, mais néanmoins aussi dévastatrice. Les catalogues d'embryons, les options génétiques, des critères de meilleur profil. Mais la question reste la même, tout aussi brûlante. Qui écrit la liste des traits désirables ? Avec quelle valeur ? Et qui peut payer ces options ? Si seuls quelques-uns peuvent s'offrir du plus ou du mieux, ils inventent mécaniquement du moins pour les autres. Une transhumanité au-dessus et par contraste des sous-hommes en dessous. Le tri ne revient pas forcément avec le bruit des bottes. Il peut revenir en silence, en costume, en tableur exposé par des scientifiques. Non plus par décret et violence, mais par option, par prix, par norme sociale. On ne te dira pas « tu n'as pas le droit d'exister ». On te fera sentir partout que certaines existences valent plus et mieux que la tienne. On entre alors de plein pied dans le concept de bébé à option. Le bébé qu'on quitte presque comme une voiture. Et derrière ce glissement, une figure se dessine. L'HGM, l'humain génétiquement modifié. De gré, de force ou parce que ça devient la norme. Quid les hors normes ? Il n'est pas question d'un personnage de science-fiction, mais bien de l'humain comme horizon de marché. Voilà les vraies questions, celles qui piquent et qui obligent à réfléchir. Si nous transformons la naissance en catalogue, qu'arrive-t-il à l'idée même de destin ? Que perdons-nous lorsque nous réduisons l'imprévisible ? Cet imprévisible fondateur, c'est lui qui nous permet d'évoluer, de nous humaniser. À quel moment le mieux devient-il un devoir social, puis une norme morale, puis une condition de respectabilité ? Car ce qui s'installe insidieusement, ce n'est pas seulement des technologies de modification génétique, c'est une injonction, une nouvelle forme de culpabilité. Si c'est possible, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Ou si tu ne l'as pas fait, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Ou pire encore, si tu ne le fais pas, c'est normal que tu sois déchu de tes droits. Et ces injonctions-là, une fois entrées dans la société, finissent par coloniser l'éducation, la santé, la compétition, le recrutement, l'assurance, la valeur accordée à un corps, à un esprit, à une trajectoire, au libre arbitre. Le fameux mieux décrété et normalisé devient un standard. Le standard devient une mesure et la mesure devient une hiérarchie. Dès qu'une minorité augmente, la majorité est reclassée ou probablement même déclassée. L'enfant, un don ou une dette ? C'est ici que je veux rester fidèle à ce qui m'intéresse vraiment, la voix de l'enfant. Lorsque l'on est dans un monde où l'on peut être amélioré, même partiellement, une question intime surgit tôt ou tard et elle n'a rien d'un débat politique, c'est une question d'existence. En tant qu'enfant, si l'on m'a transmis une aptitude précise, est-ce un don offert à ma liberté ou une attente déposée sur moi ? Si l'on a sécurisé mon corps avant ma naissance, ai-je encore le droit d'être vulnérable ? Autrement, ailleurs, à ma manière ? N'est-ce pas nos accidents de vie qui nous construisent ? Si l'on a optimisé mon point de départ, ai-je encore le droit d'être ordinaire ? Parfois ? Pas au sens d'insignifiant, personne ne l'est, mais au sens d'humain, avec ses hésitations, ses zones grises, ses détours, ses retards, ses élans. Et surtout, si l'on a décidé, en limitant l'aléatoire en moi, ce que je devais être, comment puis-je encore découvrir qui je suis ? Si l'on a rogné le hasard pour m'orienter avant même ma naissance, comment pourrais-je encore m'inventer au lieu de m'exécuter ? Dans cette perspective, le transhumanisme cesse d'être un mot d'essayiste. Il devient une mécanique sociale, un objectif politique.
Car dès qu'une minorité peut acheter du plus, la majorité bascule par contraste dans une catégorie nouvelle, celle du moins. Pas par mépris, pas par complot, mais par effet de comparaison et d'accès inégal aux options. Ce que certains appellent surhomme finit toujours mécaniquement par produire des sous-hommes. Non pas parce que la majorité aurait perdu sa dignité, mais parce que le monde aura changé d'échelle. Que se passera-t-il dans la tête de l'enfant quand il découvrira tôt ou tard que sa naissance n'a pas seulement été désirée, mais décidée, orchestrée? Comment vivra-t-il le fait qu'il n'a pas été seulement le fruit d'une rencontre, mais le résultat d'un arbitrage sur ses aptitudes mentales, physiques et sensorielles? L'idée n'est pas de juger les parents, ni de distribuer des bons points, mais de faire preuve de lucidité. Reconnaître que nous sommes en train de déplacer la définition même de l'humanité. Dans un monde où les injonctions de performance sont omniprésentes, où la réussite doit sans cesse se prouver, se montrer, se faire valider, et où notre attention est vampirisée en continu tant le marché est lucratif, rajouter une surperformance à la source, avant même la naissance, revient à inscrire une compétition anti-naturelle et hors de tout contrôle dans le vivant. Le prix de l'inaction, de l'humain au transhumain. Prôner, sous quelque raison fallacieuse que ce soit, la modification génétique des embryons, c'est du transhumanisme. Le transhumanisme au sens strict, c'est l'idée d'utiliser la technologie pour dépasser les limites humaines et augmenter, optimiser l'être humain. L'humanisme, lui, ne cherche pas un surhumain. Il cherche un humain plus digne, plus libre, plus responsable, sans changer le code de départ. L'humanisme cherche à élever l'humain, pas à le remplacer. Enfin, il ne faut pas confondre transhumanisme et médecine de pointe. En effet, réparer un corps malade, c'est de la médecine. On rend à quelqu'un sa chance de vivre et ou celle de ne plus souffrir. Bref, on le guérit. Mais quand on modifie l'origine, le point zéro avant même la naissance, on ne répare plus. On reprogramme. Et c'est là que tout bascule. Nous aimons croire que ces sujets ne nous concernent pas tant qu'ils restent loin dans des laboratoires, des start-up, des pays lointains, des élites qui jouent avec l'avenir. C'est une erreur fatale. L'inaction coûte toujours plus cher que l'action. Et l'action, ici, ne veut pas dire s'agiter au dernier moment. Elle veut dire penser avant que la pente ne devienne un toboggan. Si nous attendons que ces options soient banalisées pour nous sentir concernés, il sera trop tard. Il sera trop tard pour dire finalement non, c'est une erreur, car l'irréversibilité aura fait son œuvre. Le naturellement humain aura cessé d'être le socle commun et ne sera plus qu'une condition parmi d'autres. Nous choisirons de naître humain ou transhumain, ouvrant la voie de la post-humanité. Malheureusement, l'embryon, l'enfant, n'aura pas de voix au chapitre de l'humanité. Il sera le résultat des névroses d'optimisation et de performance à tout prix de ses parents et le symbole de l'an 1 de la post-humanité. Bébé génétiquement modifié 1 point, humanité 0. Mais le futur n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité. Nous pouvons exiger des limites tout en respectant la science au nom d'un but plus élevé. Protéger le droit d'un enfant afin qu'il ne soit ni un produit, ni un investissement à rentabiliser, ni un destin calculé par avance. Et si nous voulons vraiment améliorer l'humanité, peut-être que la question la plus mature n'est pas « qu'est-ce que nous pouvons ajouter à l'humain ?» mais « qu'est-ce que nous devons préserver pour demeurer humain ?» Au fond, derrière cette course au transhumanisme, il y a une peur évidente. La peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de perdre ceux que nous aimons. L'anthropologue Ernest Becker explique que nos sociétés fabriquent 1000 stratégies pour tenir la mort à distance et que cette fuite peut devenir un moteur collectif, parfois aveugle. Aussi, si nous basculons, nous ne le faisons pas par complot, mais par tentation. La tentation d'un soulagement, d'un confort, de plus de facilité, de la promesse d'un mieux avec un argument massu. Mieux vaut augmenter que mort, mieux vaut optimiser que vulnérable. Le philosophe Martin Heidegger, lui, rappelle que regarder sa finitude en face n'éteint pas la vie. Cela l'arrache au pilotage automatique et la rend plus libre, plus vivante. Et c'est peut-être là que commence notre seconde vie, la seule qui compte vraiment,
celle où l'on cesse de courir après l'impeccable pour habiter l'essentiel. Parce que justement, nous ne sommes ni parfaits, ni éternels. Ce fragment poursuit désormais son chemin. Il ne m'appartient plus. Et j'espère que ce voyage aux côtés de Cyrielle t'a interpellé autant que sa préquelle. Tu l'as compris, le futur se dessine toujours à couvert, sans grand fracas. Et c'est pourquoi le possible reste immense. Saisis-toi de ce possible. Reste curieux, éclairé, afin de pouvoir arbitrer avec discernement. Chaque choix compte. Tu peux créer ton futur. Si ce fragment t'a plu, like-le, partage-le, transmets-le. C'est ainsi que naissent les futurs les plus humains, par ricochet, de cœur à cœur. Semons des graines d'humanité, ici, maintenant, pour les voir grandir demain. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau fragment de futur possible.